Ils étaient autrefois les 5 grands péchés destinés à anéantir le monde, mais ils sont maintenant devenus des enfants dans mon orphelinat. Je pensais que cela les réformerait, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils établiraient secrètement une organisation nommée Lune Bleue. En seulement 5 jours, ils ont anéanti le plus grand gang criminel de l'Est. Tout cela est arrivé à cause d'une simple phrase que j'ai écrite par hasard qui a conquis le péché de colère de la Yander. Grâce à cela, elle m'a aidé à maîtriser les autres péchés et m'a couronné leur maître. Au moment où l'histoire commence, je suis en quelque sorte devenu le chef des boss destructeurs du monde. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il y a 2 ans, je suis arrivé dans ce monde fantastique. À l'époque, je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais. Alors je voulais juste survivre en me fiant à mon identité de fils de comte. Jusqu'au jour où j'ai appris par une femme de chambre l'identité de mes 2 frères, Léo Faraday et Antonio Faraday. En entendant ce nom de famille, un sentiment étrange et inquiétant a soudainement surgi dans mon cœur. Serait-ce Césidria par hasard? Césidria est un jeu de rôle au tour par tour. Peu importe la voie que vous choisissez, lorsque les 5 grands péchés apparaissent, tous les nobles des villes périssent. Parmi eux, le comte Faraday apparaît comme un personnage secondaire, un noble débauché avant le début de l'histoire. La raison pour laquelle je connais si bien cela, c'est qu'ils sont la première famille de déchets à être éliminée par les protagonistes. Je me souviens que cet endroit offrait beaucoup de points d'expérience. Je n'aurais jamais imaginé être le plus jeune fils de la famille Faraday, Alan. Bon sang, en ce moment, je prie la déesse de me renvoyer, car la belle vie ici ne dure que 10 ans. Les transmigrants ne sont-ils pas censés avoir des avantages? Pourquoi n'ai-je pas de capacité de triche? En y pensant, je me lève soudainement. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'avantage. Après tout, je connais l'intrigue du jeu dans 10 ans, ce qui signifie que j'ai des informations cruciales sur l'avenir. Pour survivre en toute sécurité, je conçois silencieusement un plan dans mon esprit, réformer les 5 grands péchés. Après tout, ce ne sont encore que des enfants. Ils n'ont probablement pas encore acquis leur pouvoir. Le temps passe vite, 2 mois plus tard. Mon assistant me fait un rapport sur la situation. Il a déjà sauvé tous les orphelins du laboratoire d'expérience vivante de l'Est et a confié la gestion à Yudia. Je hoche la tête avec satisfaction. Tu as très bien travaillé. Evan se fige un instant. Vous me félicitez, n'est-ce pas, jeune maître? Parce que votre expression ne semble pas changer du tout. Alors je force un sourire. Je compte sur toi à partir de maintenant. Je n'y peux rien. Des actions qui devraient être faciles à faire sont complètement impossibles à contrôler avec ce visage. C'est la première fois qu'Evan reçoit une telle confiance. Il se gratte la tête maladroitement. Quoi qu'il en soit, merci pour les éloges, jeune maître. À Cécédria, où la trahison est la norme, Evan est l'un des rares personnages secondaires qui tient parole, alors je l'ai engagé dès que je l'ai trouvé. Puis le ton d'Evan change. Cette attaque visait à sauver cette fille nommée Yudia, n'est-ce pas? Je le confirme, comme il le soupçonnait, d'après son expérience de mercenaire, cette fille n'est absolument pas une enfant ordinaire. Elle est si puissante qu'Evan ne comprend pas pourquoi elle se serait laissée enfermer si docilement. Mais il y a quelque chose d'encore plus déroutant. Pourquoi ne la ramenez-vous pas pour la former vous-même, jeune maître? Si vous la laissez là-bas, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Il est normal qu'Evan soit confus. Bien qu'il semble que je la laisse là sans utiliser aucun de ses pouvoirs, cela fait partie de mon plan initial. Eudiaphrosia est membre du clan du sang maudit qui a passé un contrat avec un être d'un autre monde pour utiliser son pouvoir. Elle est devenue le péché de colère parmi les 5 grands péchés, un monstre responsable de centaines de milliers de victimes. Mais tant qu'elle pourra grandir paisiblement, elle ne connaîtra pas nécessairement une fin destructrice. Je suis vraiment un génie, n'est-ce pas? Pour empêcher Evan de spéculer à tort et à travers, je dois inventer une raison. La raison est simple, le moment n'est pas encore venu. En entendant cela, Evan ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Il sent que son jeune maître joue un jeu bien plus grand. Puis je fais signe à Evan qu'il ne doit pas ébruiter cette affaire. Je lui fournis également un financement conséquent et enfin je lui remets une lettre de réconfort pour Yudia. Après avoir subi de si cruelles expériences vivantes, il vaut mieux la réconforter, bien que je ne sache pas si cela la mettra vraiment à l'aise. Je dois quand même essayer car j'ai inclus un message caché dans la lettre. Cette phrase a été répétée des dizaines de fois dans le jeu. C'est une incantation qui peut apaiser le clan du sang maudit et a un effet calmant. Les tourments des êtres sombres, le vide des êtres de lumière sont le seul talent et l'unique appartenance. C'est une scène de l'histoire du péché de colère. À l'époque, réciter cette incantation n'avait aucun effet, bien que cela fasse partie de l'histoire qui déclenchait le combat après avoir échoué le jeu, mais maintenant, 10 ans avant le début du jeu, il n'est pas trop tard. J'ai déjà réglé le cas de l'un d'eux, il est temps de sauver le suivant. Cela semble ridicule qu'une seule phrase puisse me rapprocher d'un monstre, mais comme c'est une race qui vénère des êtres d'un autre monde, peut-être que cela fonctionnera vraiment. Après tout, les gens normaux ne peuvent pas comprendre la façon de penser de ces fanatiques. La scène se déplace de l'autre côté, où Yudia lit attentivement la lettre que je lui ai écrite. Evan la trouve de plus en plus étrange. Elle ressemble à une enfant sans émotion. Puis Yudia prend la parole. Vous avez dit que la personne qui a écrit cette lettre est quelqu'un appelé Seigneur Alan, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé à ses côtés? L'aura qu'émane Yudia fait transpirer Evan à grosses gouttes, car manifester un pouvoir magique exige au moins le royaume de maître. Comment une fille de même pas 10 ans peut-elle faire cela? Evan se souvient rapidement de ce que son jeune maître a dit. Le jeune maître a dit que le moment n'était pas encore venu. En entendant cela, Yudia se calme enfin. Elle serre la lettre contre sa poitrine, rayonnante d'un sourire béat, car cette phrase est une promesse connue seulement d'elle et de son maître. Elle comprend pourquoi son maître ne l'a pas amenée à ses côtés. Ce doit être que le moment n'est pas encore venu. À cet instant, Yudia a déjà acquis son pouvoir et est devenue le péché de colère, la reine de sang. La scène change à nouveau. Plusieurs mois plus tard, je me rends à la bibliothèque et cherche à travers d'énormes quantités d'informations, mais ne trouve toujours aucun indice sur le troisième protagoniste. Au même moment, Evan se précipite car il a déjà sauvé le deuxième enfant, puis je lui demande à nouveau un certain « Vous l'avez traité avec gentillesse ».
pièce, n'est-ce pas? Très doucement, j'espère. Avant qu'Evan ne puisse parler, la porte de la bibliothèque est ouverte d'un coup de pied. Oh là là, n'est-ce pas notre petit Alan l'illettré? Cette personne est le deuxième fils du comte Faraday, Tonio. Il commence à se moquer de moi dès qu'il entre. Et c'est comme ça à chaque fois. Je ne sais pas comment l'Alan original a enduré cela. Bien que je veuille riposter, puisqu'il veut utiliser la bibliothèque, je vais partir en premier. Au moment où Tonio me marche sur la tête, un poignard l'interrompt. Vous deux, les vermines, sortez. Je ne veux pas voir de sang si tôt le matin. C'est le fils aîné des Faraday, Léo. Tonio tourne rapidement son hostilité vers lui. Les deux sont à couteau tiré dès qu'ils se rencontrent. Léo se moque de sa forte odeur médicinale, tandis qu'Antonio lui dit de se laver l'odeur de rouge. Je profite de leur distraction pour m'éclipser. Bien que les Faraday soient une famille de chair à canon, au début, leur pouvoir est plus grand qu'on ne l'imaginait. Les frères débauchés se battent férocement pour le poste de chef de famille. L'aîné, Léo, est appelé le roi Playboy et contrôle près de la moitié du secteur du divertissement. Antonio est appelé le roi des potions et gère une grande industrie pharmaceutique. Pour le bien de ma vie paisible, je ne peux absolument pas les provoquer. Je veux vivre heureux comme un fils illégitime et incompétent. De retour dans la pièce, Evan reprend la parole. Il pense que le deuxième enfant est également inhabituel, mais en me voyant ainsi, il est stupéfait. Comment le jeune maître connaît-il les expériences secrètes dans des endroits lointains et sauve-t-il des gens du marché noir des esclaves? On dirait que vous pouvez à peine vous protéger vous-même. Evan n'arrive pas à comprendre, peu importe à quel point il réfléchit. Vous envoyez cet enfant, n'est-ce pas? Celui que nous avons eu tant de mal à trouver à l'orphelinat aussi. Je réponds calmement. Evan vient de dire que cet enfant est inhabituel. Bien sûr qu'il l'est. Après tout, c'est une figure destructrice du monde. Dans le Royaume-Uni, composé de plusieurs nations, de Smakaren a été acheté sur le marché noir des esclaves de la nation centrale de Kélian. C'est le deuxième boss de Sizidria. Après avoir été vendu comme esclave, il a subi des abus et a erré partout. Il est finalement devenu le péché de paresse parmi les 5 grands péchés et a anéanti divers royaumes de la manière la plus cruelle. C'est cette partie de l'histoire qui a choqué de nombreux joueurs par la brutalité du jeu. Ce type porte le nom de Paresse, mais son esprit vengeur est incroyablement diligent car il rembourse toujours ceux qui l'intimident de nombreuses fois. J'ai maintes fois rappelé à Evan de le traiter avec gentillesse. L'envoyer à l'orphelinat, c'est juste parce que le moment n'est pas encore venu. Evan devine que c'est le cas. Alors, la lettre que vous avez envoyée à mademoiselle Yudia est-elle liée au deuxième enfant? Je le confirme, oui, pour me rapprocher de Yudia en partageant des sujets quotidiens et pour prendre bien soin de l'enfant malade que j'ai envoyé. Ce soir-là, Yudia observe de loin ce garçon émettant une lumière violette. Il fixe le vide sans bouger puis elle s'approche. Tu as l'air complètement brisé, c'est la marque laissée par cette chose, n'est-ce pas? Les mots chèvre noire sortent de la bouche de Yudia, mais c'est précisément ce mot qui fait que Deus, qui semblait auparavant une personne brisée, réagit soudainement, ses yeux remplis d'intentions meurtrières et de confusion. Yudia lit facilement ses émotions. Félicitations, ce seigneur vous a choisi, bientôt vous gagnerez du pouvoir, alors ressentez le pouvoir qui vous a été accordé et tirez-le. Yudia regarde Deus avec un sourire. Vous n'avez qu'à jurer une loyauté absolue à ce seigneur et alors vous pourrez vous venger. Immédiatement, d'innombrables lumières violettes débordent du corps de Deus comme des fils. Pendant ce temps, Yudia regarde la lettre que son maître lui a écrite. Elle peut dire que son maître se soucie toujours autant d'elle. Après avoir lu la lettre, les coins de ses lèvres se sont recourbés vers le haut. Elle croit qu'elle pourra bientôt rencontrer son maître. La scène se déplace quelques jours plus tard, juste au moment où je secoue la tête de frustration de ne pas pouvoir trouver le troisième boss. Une nouvelle parvient soudainement à mes oreilles. Le deuxième jeune maître est mort. En entendant cela, je me fige. Le deuxième fils de la famille Faraday est mort. Comment cela a-t-il pu être si rapide? La famille Faraday organise rapidement des funérailles pour Tonio. Cependant, Aldi, en tant que père, ne montre aucune préoccupation pour la mort de son fils et a même des femmes à ses bras lors des funérailles. Vraiment un monde de dark fantasy. Les scandales de la famille sont plus sordides que les égouts des bidonvilles. La cause du décès de Tonio est répertoriée comme une chute accidentelle, ce qui est différent de ce que je sais. Dans le jeu, il meurt en combattant Léo pour le poste de chef de famille. À ce moment, Léo a l'air suffisant, sa bouche presque fendue par un sourire. Le tueur est soit lui, soit ses partisans. Cependant, je n'ai pas l'intention de m'impliquer dans cette farce. Mon plan original progresse régulièrement, je n'ai qu'à m'occuper des 5 grands péchés. On dirait que je dois accélérer, le temps passe vite, un an plus tard. Après que le problème de l'héritage soit résolu, l'entreprise pharmaceutique de Tonio est également engloutie par Léo et la famille du comte retrouve la paix de cette manière. Pendant ce temps, Yudi et moi devenons des correspondants. Si je peux continuer à rester en contact avec elle, cela m'aidera certainement à l'avenir. D'après les informations actuelles, ce sont tous des enfants très innocents. Quand je lis la fin de la lettre, je vois le montant du parrainage de ce mois-ci. Cela me laisse perplexe. Le parrainage pour un si petit orphelinat ne cesse d'augmenter. C'est vraiment curieux. Evan, à côté de moi, explique que cette situation n'arrive généralement pas, mais c'est une bonne chose pour eux. Puis Evan rapporte la situation récente. Selon les informations de la guilde, nous avons trouvé sa trace. J'en suis très satisfait. Le troisième boss, nous avons enfin trouvé ce type. La scène se déplace vers le centre du trafic de drogue. Marco, Léo, le fils aîné de la famille Faraday, garde de nombreux assassins ici. Maintenant, ils se sont étendus à plusieurs centaines de personnes. Cependant, lorsque 2 chefs sortent, ils voient une scène horrible. Leurs subordonnés tirent leurs propres dagues de manière incontrôlable. Chaque visage tordu est rempli de désespoir et de supplication. Leurs bras pressent toujours de manière incontrôlable les lames à prise inversées lentement dans leur cou. Finalement, plus de 10 personnes mettent fin à leur jour au milieu du bruit de la chair déchirée. Quand tout est fini, Deus, qui était caché dans l'obscurité il y a quelques instants, s'avance silencieusement. Il est confus quant à l'intérêt de tuer ces types. Contrairement à il y a un an, ses yeux brillent maintenant d'une lumière rationnelle. Yudia tourne son regard vers lui. Tu es devenu plus doux, n'est-ce pas? Deus nie son point de vue. Je sais qu'il transforme les humains en poison. Je me demande juste si massacrer ces racailles aidera à la vengeance.
réponse. Face à la question de Deus, Eudia sourit, bien sûr. Cela jette les bases du retour de ce seigneur. Quand ce seigneur viendra ici, il ne pourra sûrement pas rester dans un endroit aussi minable. Deus regarde le motif sous ses pieds, hoche la tête comme s'il réalisait et se tait sans un mot de plus. Tout est comme ce seigneur le souhaite. Lune bleue est la lame de ce seigneur. Après leur départ, un totem lunaire reste au sol. 2 ans se sont écoulés depuis qu'Alan et Eudia sont devenus correspondants. Evan cherche maintenant Alan partout. Finalement, il le trouve dans le jardin. Evan est complètement épuisé, il a déjà envoyé le 5e enfant à l'orphelinat. Pendant ce temps, il a sauvé les 3 péchés restants, bien que trouver le 3e, le péché d'avarice, ait demandé quelques efforts. Grâce à ma connaissance du jeu et en faisant travailler Evan jusqu'à l'épuisement, nous réussissons finalement. En regardant Evan, qui a couru toute l'année, je lui fais signe qu'il peut se reposer un peu maintenant. Evan confirme à nouveau, incertain. Est-ce enfin terminé, vraiment? Après avoir obtenu ma confirmation, il s'allonge immédiatement sur le sol. Evan pousse un long soupir. Mais vous n'avez pas l'air heureux, jeune maître. Je lui fais signe de regarder attentivement. Ne vois-tu pas que je souris déjà? Evan est abasourdi. Je vais juste supposer que vous souriez. Je m'étire et organise mes pensées. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent si bien. La formation des 5 grands péchés nécessite tous des catalyseurs suffisants. Même si j'essayais de toutes mes forces de les sauver, il serait difficile de réussir avant qu'ils ne rencontrent le malheur. En d'autres termes, ma seule inquiétude était de ne pouvoir sauver les incarnations du péché qu'avec des corps et des esprits endommagés. Mais maintenant, cette inquiétude semble inutile. Les 5 enfants grandissent en bonne santé et forts. Puis je pose à nouveau des questions sur l'orphelinat. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel lors de votre dernière inspection de l'orphelinat, n'est-ce pas? Evan sort la lettre que Eudia m'a écrite. Quelqu'un comme Loup des Neiges, quand il est revenu pour la première fois, était complètement immobile comme une poupée cassée, mais il s'adapte bien à l'orphelinat. Et Lena aussi. Quand nous l'avons sauvé pour la première fois, ses yeux étaient fermement clos, jurant de ne plus jamais regarder ce monde. Lors de ma dernière visite, elle lisait en fait un livre avec grand intérêt et semble beaucoup plus joyeuse. Je ne m'attendais pas à ce que Eudia puisse atteindre ce niveau. Serait-ce dû à un paramètre spécial où elle aime l'orphelinat? En y regardant bien, Eudia est aussi une personne gentille. Evan est confus quant à la raison pour laquelle je demande cela. Vous a-t-elle écrit quelque chose de spécial? Evan regarde mais ne trouve rien. Au contraire, les enfants de l'orphelinat grandissent en bonne santé, ce qui les rend quelque peu fiers. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils grandissent si bien, l'environnement est vraiment le facteur le plus important. Puis Evan pose à nouveau la question qui le tracasse depuis des années. Mais quand comptez-vous les rencontrer? Vous dites toujours quand le moment sera venu. Cela me laisse incertain de comment expliquer, car je ne veux pas les rencontrer du tout. Bien qu'il y ait de nombreux avantages à entretenir de bonnes relations avec eux, le processus de leur transformation en péché est trop douloureux et tragique. D'après les flashbacks du jeu, la personnalité de ces gars était brisée dès l'enfance. Peut-être qu'après mon intervention, ils iront mieux, mais j'ai toujours un peu peur d'eux, puis je donne une autre réponse vague. Peut-être dans 5 ans. Quoi qu'il en soit, dans ce monde sombre, je dois juste améliorer mes capacités d'autodéfense. Heureusement, Alan a un petit talent magique. Pendant que je réfléchis, Evan mentionne la Lune Bleue. C'est une organisation qui a récemment acquis une certaine renommée dans la région de l'Est. Ils sont censés se spécialiser dans la traque d'autres gangs. J'en entends parler pour la première fois aussi, mais on dirait qu'ils font de bonnes actions. Je n'ai pas entendu parler de ce paramètre. Cela devrait disparaître bientôt. Evan fait un geste d'égorgement. Le problème, c'est qu'il tue même des nobles. Je pensais que vous étiez au courant, jeune maître. En entendant cela, mes jambes lâchent. Evan, à partir de ce soir, tu dors dans la chambre à côté de la mienne. La scène se déplace vers l'orphelinat. Yudi écoute le rapport de la Lune Bleue pour cette semaine. Loup des Neiges, le péché d'orgueil, parle d'un ton joyeux enveloppé de contenu sanglant. J'ai arraché toutes les têtes des trafiquants d'êtres humains. Je leur avais dit que je les épargnerais s'ils pouvaient nommer correctement la couleur de mes yeux, mais aucun d'eux n'a trouvé la bonne réponse. Elina, le péché d'avarice, a puni ses racailles qui semaient le chaos à Avalon, le sud est tous en chair à pâté. Après avoir entendu le rapport de travail, Yudia est très satisfaite. Nous existons pour la Grande Lune. Lune Bleue est une organisation mystérieuse créée par Yudia qui vénère la Grande Lune. À ce moment, Deus reprend la parole. Nous semblons avoir rencontré un problème. Le chef d'Avalon n'est-il pas le fils aîné du comte qui vit dans le manoir de ce seigneur? En traitant des affaires, Deus a découvert un ordre dangereux. Ce fils aîné semble avoir ciblé ce seigneur. Qu'avez-vous dit là? Yudia affiche une expression d'incrédulité. L'air ambiant semble se figer. Loup des Neiges, qui souriait si brillamment, dresse maintenant les oreilles et regarde autour de lui. Lena, qui observait en secret, fixe soudainement le vide devant elle. Quand Yudia lit jusqu'à la fin, il est effectivement écrit « Éliminer Alan ». Elle serre la lettre. Yudia ne peut pas laisser une telle chose arriver. La scène se déplace 2 ans plus tard. Le comte Faraday est mort. La cause officielle du décès est une paralysie cardiaque. Ceux qui connaissent la situation peuvent facilement deviner que la véritable cause du décès du comte Faraday était une overdose de drogue. L'expression indifférente du fils aîné Léo semble avoir prévu cette mort il y a longtemps. Comparé à cela, il est plus préoccupé par la Lune Bleue. Par conséquent, la mort du comte se conclut tranquillement dans le silence sans jamais provoquer un seul sanglot. De retour dans la pièce, Evan me demande quoi faire ensuite puisque ce type deviendra le chef de famille l'année prochaine et à cet instant, j'ai déjà fait mes bagages car je prévois ensuite de quitter temporairement cet endroit et de me cacher à Roudmi pendant un certain temps. Roudmi est un petit village au sud du territoire Faraday. Au moment où Alan part, Léo se tient à l'étage le regardant. Que devrais-je faire à présent? Devrais-je éliminer Alan bien que ce stupide frère n'ait aucune capacité? Cependant, alors que je profite de 3 jours de vie paisible, je suis forcé de retourner au manoir Faraday car Léo, le fils aîné des Faraday, est mort.
Cela me trouble encore plus. Pourquoi est-il mort si vite? Et c'est complètement différent du scénario de sa mort. Il est mort avec une épée à travers le cœur. Qui a tué Léo alors? Au même moment, je remarque que tous les serviteurs me regardent avec des expressions étranges. Ils semblent tous effrayés, pourtant je n'ai clairement rien fait. Bientôt, Evan revient de son enquête. Qu'as-tu découvert? Dis-moi. Evan se penche vers mon oreille avec une expression d'incrédulité. Jeune maître, vous êtes en fait le cerveau qui a éliminé Avalon du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi s'agit-il au juste? Le temps remonte à 3 jours auparavant. Le jour où j'ai quitté le manoir, Evan est perplexe. Puisque je quitte la famille, pourquoi ne pas me cacher dans une grande ville? Cela ne fera pas l'affaire car Rodami est le point final de mon plan. J'ai déjà sauvé les 5 péchés capitaux du malheur. L'intrigue destructrice originale a déjà été modifiée. Rodami n'a aucun lien scénaristique avec l'histoire de base et la famille Faraday y possède une maison. C'est l'endroit idéal pour moi pour me la couler douce sans aucun doute. Face à la confusion d'Evan, je lui dis que j'ai mes propres raisons, mais Evan sait que son jeune maître ne fait que le berner, il ne comprend pas ce que son jeune maître prépare vraiment, et chacun de mes mouvements est sous l'œil vigilant de Léo. Il voulait à l'origine empoisonner Alan directement après la mort de leur père, mais de manière inattendue, Alan a proposé d'aller lui-même à la frontière. Il pensait qu'il n'aurait pas besoin de le tuer, mais à cause des récents événements d'Avalon, il le trouve inexplicablement agaçant. Puis il fait signe à Armand de suivre cette calèche. En entendant cela, Armand demande « Me dites-vous de l'éliminer ?» La question sèche transperce le silence. Les sourcils de Léo se froncent légèrement. Armand, qui n'a jamais remis en question les ordres auparavant, pourquoi poses-tu soudainement cette question? Alors que Léo est sur le point de corriger son comportement de manière inattendue, une lame transperce directement sa poitrine. Léo n'aurait jamais imaginé que son subordonné le plus capable le trahirait à ce moment-là. Et son nom n'est pas Armand. Son vrai nom est Siden, de l'organisation de la Lune Bleue. Ils n'ont qu'un seul credo, devenir la lame de ce seigneur. Si quelqu'un veut lui faire du mal, les membres de la Lune Bleue peuvent prendre l'initiative. Il a donc attendu 2 années entières pour cette phrase. Malheureusement, la Lune Bleue vous a déjà donné une chance. Léo fantasme encore que son organisation le vengera, ignorant que cette fois, ils ont déjà été déracinés. Pendant ce temps, je vis très confortablement à Rutami. Manger à ma faim et dormir à ma faim et manger, c'est la vie noble que je désire vraiment. Cependant, après seulement 3 jours, ma vie paisible est brisée, parce que Léo, le fils aîné des Faraday, est mort. Je dois retourner au manoir Faraday pour prendre les rênes. Alors tout le monde se lance dans des spéculations folles, et je deviens le démon au sang-froid à leurs yeux. Quelqu'un peut-il me dire comment les choses en sont arrivées là? Evan y réfléchit et acquiesce. Parce que vous êtes le seul bénéficiaire dans toute cette affaire, jeune maître. Léo a été assassiné après notre départ. Vous êtes devenu l'héritier avec un alibi parfait. Avalon a également disparu, donc personne ne vous importunera pour la mort de Léo. Vous vous êtes transformé en un assassin de niveau maître d'épée, le cerveau derrière la famille du comte. En fait, la situation actuelle me laisse incapable de me défendre. Bien que je n'ai rien fait, tout le monde doit me pointer du doigt. Alors je pense à l'organisation de la Lune Bleue qu'Evan a mentionnée auparavant. Serait-ce eux? Cependant, Evan nie directement mon point de vue. Selon l'enquête actuelle de la guilde, ce n'était pas eux. La Lune Bleue ne laisse aucun cadavre, mais il laisse toujours une marque. Et les gens d'Avalon ont tous été tués par l'épée, donc le tueur est très probablement un maître de niveau au sein de l'épée. Mais en y pensant, cela a du sens. La Lune Bleue est une organisation de base sortie de nulle part et n'est même jamais apparue dans le jeu. Alors qui aurait pu faire ça? De l'autre côté, Yudia demande prudemment à tout le monde s'ils ont laissé des traces. Lena prend la parole en premier. Aucune trace n'a été laissée, même les empreintes de pas ont été nettoyées. Loup des Neiges tripote le poignard dans sa main, n'a laissé qu'un tas de morceaux de corps. Les 486 membres restants d'Avalon ont été traités par Deus. Les autres ont été coupés en 2 par Rodan. Les yeux de Yudia brillent d'un éclat cramoisi. Parfait. Avalon, qui dominait autrefois le royaume, est tombé en poussière en seulement 5 jours. Puis Rodan reprend la parole. Cependant, je ne pense pas que le nettoyage ait été parfait. Yudia devient immédiatement mal à l'aise. Puis Radan produit des informations sur des nobles liés à Avalon. Parmi eux se trouve une famille appelée Aldia avec des liens étroits. Yudia finit de lire les informations et murmure doucement. Vous devriez savoir ce que je vais dire, n'est-ce pas? Tout le monde se prépare. Rada hoche légèrement la tête. Compris, je m'en occuperai discrètement. Ce n'est qu'alors que Yudia pousse un soupir de soulagement. Finalement, il ne reste que la question de la guilde après leur enquête. Il croit que cette affaire n'a rien à voir avec la Lune Bleue. Toutes les guildes croient unanimement qu'un saint de l'épée a créé cette scène infernale. Cependant, Yudia estime qu'ils ne peuvent pas baisser leur garde et doivent continuer à surveiller les informations de la guilde. Cette affaire ne doit absolument pas parvenir aux oreilles de ce seigneur. Absolument pas. Deus est perplexe. Bien qu'il fût le parent de sang de ce seigneur, il voulait tuer ce seigneur en premier. Ce n'était pas un ordre de ce seigneur, n'est-ce pas? Les yeux cramoisis d'Yudia s'enflamment soudainement. Je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Nous sommes tous les lames du seigneur. Nous ne pouvons pas avoir nos propres pensées, n'est-ce pas? Sans ordre, ce n'est pas acceptable. Comprenez-vous? Nous ne pouvons agir que sur ordre. Si ce seigneur n'a pas parlé, nous ne devons absolument pas agir imprudemment. Ne le décevez jamais. Deus passe sa langue sèche sur sa lèvre supérieure et fixe Yudia droit dans les yeux. Il ne peut tout simplement pas comprendre comment quelqu'un d'aussi capable que Yudia pourrait être anxieuse et mal à l'aise à ce point, simplement parce qu'elle craint que cette personne ne le découvre. Bien que Deus ait des doutes, il n'ose pas en demander plus. Tout cela est pour la grande lune, pour ce seigneur. La scène se déplace de l'autre côté. Depuis la fin des funérailles de Léo, je n'ai cessé de m'occuper des affaires familiales. Ce mois a été incroyablement chargé, mais je veux juste être un noble paresseux. Bien que Léo ait offensé certaines personnes, il aurait dû mourir 6 ans plus tard, car la mort des frères a changé la direction du jeu. Toutes les affaires domestiques me sont tombées dessus en tant qu'héritier, et tout le monde est devenu plus diligent qu'avant. Je me souviens que lorsque le comte était là, il paraissait toute la journée. Je ne sais pas que, à leurs yeux, s'ils ne travaillent pas 2 fois plus dur, ils seront éliminés par le jeune maître Alan. Je peux aussi dire que tout le monde semble avoir peur. J'espère qu'ils pourront gérer les choses eux-mêmes sans que j'aie à intervenir. La scène se déplace vers le soir. En regardant la scène devant lui,
ici, Evan est encore quelque peu surpris, car en seulement 2 ans, la magie du jeune maître a atteint le niveau 2. Normalement, il faut 4 ans pour y parvenir, et cela demande aussi un certain talent magique. Bien que je pratique cette magie juste pour ma protection personnelle, la maîtriser exige un contrôle précis du pouvoir magique. Bien que je l'ai accompli, je suis toujours à un niveau amateur. Apprendre la magie dans ce monde fantastique était excitant au début, mais en étudiant plus profondément, j'ai découvert que mon noyau magique est pitoyablement petit. Le noyau inné est comme le niveau de capacité naturelle d'un athlète. Cependant, comparé aux autres, mon noyau magique est extrêmement petit. À ce moment, Evan m'interrompt, car nous avons reçu une invitation à un bal aujourd'hui. Si mes 2 frères n'étaient pas morts, vous ne pourriez pas me traîner dans ce genre d'endroit. Mais maintenant, je suis devenu le comte de Faraday, donc je dois gérer certaines relations sociales. Ce bal se tient dans la partie sud du royaume d'Astraea pour que les nobles puissent socialiser, et je dois saisir cette opportunité pour établir des relations avec d'autres nobles, car établir des liens avec eux est crucial pour atteindre une vie paisible. Mais il semble que tout le monde ait peur de me parler. Ils m'évitent comme la peste. Pour être honnête, je m'attendais déjà à cette situation. Après tout, Alan est un noble débauché d'humble origine qui manque de raffinement. Bien qu'il y a 3 générations, la famille fut une maison aristocratique renommée du royaume. Maintenant, cette famille est célèbre pour produire les playboys les plus notoires de l'Est. Plus précisément, ce sont des démons qui vous brûleront si vous les provoquez. Mais je suis venu ici préparé. J'ai pratiqué mes compétences en dégustation de vin pendant une demi-journée. Ce vin est vraiment distinctif, surtout cet arôme. J'aimerais emporter quelques bouteilles chez moi. Combiné à un doux sourire, sûrement tout le monde me trouvera très aimable. La fille du comte à côté de moi se met à transpirer froidement. Elle se tourne immédiatement et s'enfuit. J'informerai mon père tout de suite pour les préparer pour vous. Cela me stupéfie. En quoi est-ce différent de ce que j'imaginais? Les nobles chuchotent que je suis encore pire que ses 2 frères, utilisant des mots vicieux pour forcer les autres à me donner du vin. Evan, derrière moi, ne peut que réprimer son rire et me tapoter l'épaule. Après avoir fait le tour du bal, j'ai accumulé un tas de butin. J'ai perdu mon temps à apprendre sur le vin. La réputation des Faraday est bien pire que ce que j'imaginais à l'origine. Et parce que les rumeurs selon lesquelles j'aurais éliminé mes propres frères se sont répandues partout, je semble être devenu quelqu'un que tout le monde évite. On dirait que ma vie sociale est complètement ruinée. Cependant, juste au moment où je me tourne pour prendre l'air dehors, une femme me remarque. Dehors, je réfléchis attentivement à ce qui n'a pas fonctionné. Soudain, une voix douce retentit. « Excusez-moi, puis-je vous parler ?» Quelqu'un me parle enfin. Cependant, quand je me retourne, je ne vois personne. En baissant les yeux, je découvre une jeune fille gracieuse qui me regarde nerveusement. « Pardonnez-moi, je suis Loria, la 3e fille du duc Aldia. » A-t-elle juste dit la famille Aldia? Et la famille Aldia est l'une des 3 grandes puissances obscures de Sysidria, connues comme les Vauriens du Nord. Exact. Comment quelqu'un qui m'approche de manière proactive pourrait-il être une personne ordinaire? Mais pourquoi n'ai-je aucun souvenir d'une figure aussi importante dans le jeu? Je ne pense même pas qu'elle existe dans le jeu. Loria va droit au but. S'il vous plaît, accordez-moi votre pouvoir, car je pourrais mourir ce soir. Je me souviens que la famille Aldia n'avait que 4 membres dans le jeu, ce qui signifie qu'elle est morte avant même que l'histoire ne commence. Loria me raconte son passé. Elle est née de la concubine la plus favorisée du duc et n'a survécu que sous la protection de son père. Mais maintenant, le duc Aldia est gravement malade, et si son père décède, ses frères et sœurs se retourneront contre elle. Je suis confus. Pourquoi demanderait-elle de l'aide à un parfait étranger comme moi? Avec votre pouvoir, cela devrait être une tâche facile. Ce visage perpétuellement calme montre de l'anxiété pour la première fois. Je dois refuser. Loria dit qu'elle ne me laissera pas l'aider pour rien. Si elle réussit, elle me donnera la moitié des biens de sa famille. Ce n'est pas que je ne veuille pas l'aider, mais en ce moment, je peux à peine maintenir ma propre vie. Il est donc préférable de ne pas lui donner de faux espoirs. Même si je voulais aider, je ne suis pas l'une de ces légendaires puissances. Quand je me retourne, j'aperçois le désespoir qui bouillonne dans les yeux silencieux de Loria. Je claque ma langue, me tournant vers Loria, toujours là, je vous souhaite bonne chance. Pour apaiser la lourdeur dans ma poitrine, je force un souhait poli. Honnêtement, j'espère qu'elle pourra trouver un allié fiable. Pendant ce temps, chacun de mes mouvements est sous la surveillance de la lune bleue. Zeus décide de rapporter ce qu'Alan vient de dire à Yudia, mais Lena lui fait signe qu'il n'a pas à s'inquiéter, car cette fille est le seul membre Aldia qui ne figure pas sur la liste de Radan. Zeus comprend instantanément tout. Si c'est le cas, alors les choses sont beaucoup plus simples. Ils ont juste besoin de veiller sur ce seigneur et d'empêcher que le moindre mot de l'incident d'Avalon ne parvienne à ses oreilles. Juste au moment où je retourne au hall de réception, un salut froid m'arrête de nouveau. En entendant cela, mon cœur s'emballe d'excitation. Vais-je enfin me faire un ami noble? Mais quand je me retourne et vois qui c'est, je me fige. Comment cela pourrait-il être elle? Bien sûr, quiconque m'approche n'est pas un noble ordinaire. Je salue ensuite Dame Janonia d'un salut noble standard. Kalia semble surprise. Vous me connaissez? Je confirme. Vous êtes célèbre à bien des égards. Après tout, elle est l'une des 3 puissances obscures du royaume d'Astraea. Aldia au nord, Faraday à l'est et Kalia, fille aînée du comte Janonia à l'ouest. Si Faraday est un gong de rue, alors Janonia est un syndicat d'entreprise. J'ai besoin de connexions qui me permettront de vivre paisiblement. Pour ma vie merveilleuse et heureuse, je ne peux absolument pas trop m'impliquer avec elle. Qui peut me blâmer quand Dame Kalia est une telle beauté? Kalia me regarde avec un regard intrigué. J'aimerais parler davantage avec vous. Qu'en pensez-vous? Je réponds qu'il y a trop d'yeux et d'oreilles ici. Bien qu'intérieurement, ce n'est pas ce que je pense. Je veux juste qu'elle me laisse partir rapidement. Kalia lève un sourcil de surprise, puis rit en réalisant exactement comme le disent les rumeurs.
Seigneur, alors que je suis complètement confus. Au plaisir de notre prochaine rencontre, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle part, me laissant là, perplexe. Pendant ce temps, Deus et les autres remarquent au Gaujoï quelque chose d'inhabituel. Une silhouette en noir surveille ce seigneur, mais ils n'ont pas reçu d'ordre pour s'en occuper. La scène se déplace plus de 10 jours plus tard. Evan et moi arrivons dans un canyon isolé. Enfin trouver cet endroit, bien qu'il fût facile à trouver cet emplacement dans le jeu. En réalité, il a fallu un demi-mois de recherche. La vraie raison pour laquelle j'ai assisté au bal était pour ce labyrinthe. Le labyrinthe s'appelle le labyrinthe chuchotant. Dans le jeu, terminer ce labyrinthe vous récompense avec un artefact décent. Heureusement, je me souviens encore de la stratégie pour le terminer. En entrant dans la vallée, ce qui nous accueille est une porte couverte de ruines mystérieuses. Evan ressent aussi le mystère de cet endroit, mais plus que cela, il est curieux de savoir comment son jeune maître connaît cet endroit. C'est parce que je viens ici souvent. En entendant cela, Evan se fige. J'ai failli laisser échapper la vérité en rêvassant, alors je me reprends vite. Je plaisante, bien sûr. J'ai naturellement mes méthodes. Evan est sans voix. Le jeune maître plaisante toujours avec un visage si impassible. En entrant, au-dessus de l'énigme pendent une paire de mains géantes en pierre. Si la réponse est fausse, les mains géantes s'abattront et écraseront les gens en pulpe. Mais dans ces circonstances, comment le jeune maître peut-il être si calme? Bien qu'il ait servi le jeune maître pendant 4 ans, il ne peut toujours pas le comprendre. Et comment il connaît des choses lointaines comme sa poche? La raison pour laquelle Evan est prêt à suivre ce jeune maître énigmatique est que tout ce qu'il fait est pour le bien. Alors que je résous l'énigme, la chambre au trésor du labyrinthe s'ouvre enfin. Devant nous s'étend une mer de trésors d'or et d'argent. Pourtant, je n'ai Dieu que pour un anneau noir d'apparence ordinaire, car je sais que prendre autre chose apportera le désastre. L'anneau de contrainte est exactement ce dont j'ai besoin. Au moment où nous sortons du labyrinthe, le visage d'Evan se remplit de choc. Était-ce aussi dans vos attentes? Juste à l'extérieur du labyrinthe, des dizaines de golems bloquent leur chemin. Evan sait qu'il ne peut pas vaincre ces choses, mais il doit trouver un moyen de laisser le jeune maître s'échapper. Voyant cela, je fais un signe de la main. Laissez-moi m'en occuper. Je marche droit vers les golems. Evan se met à transpirer froidement car la magie de second niveau du jeune maître ne peut absolument pas vaincre ces golems. Avant qu'il ne puisse demander, je récite paresseusement l'incantation, fragment qui a hérité de la grande volonté de Nyakura. Accorde-moi le pouvoir de contrainte. Alors que ma voix s'éteint, le monde entier se fige soudainement. Une voix éthérée parle, énoncée de contraintes exécutables. Je suis stupéfait par cette scène spectaculaire. Dans le jeu, cela ne ferait qu'afficher une boîte de dialogue. La récompense du labyrinthe, l'anneau de contrainte, comme son nom l'indique, impose des restrictions à l'utilisateur tout en accordant une compensation correspondante. J'expire lentement et récite les clauses de contrainte que j'ai déjà planifiées. Première clause, lorsque j'utilise la magie, je dois absolument utiliser des signes de main babyloniens. Que désirez-vous obtenir avec cela? Le pouvoir de légèrement déformer les lois du monde. La contrainte accepte ma requête. Deuxième clause, lorsque j'utilise la magie, je dois utiliser des incantations babyloniennes. Que désirez-vous obtenir avec cela? La même chose qu'avant. La voix mystérieuse tombe dans un bref silence à ma réponse. Cela me fige. Ai-je fait quelque chose de mal? Juste pour être sûr, j'imite même les gestes de l'encyclopédie des compétences. Ici, vous devez utiliser des signes de main et des incantations comme contrainte pour maximiser la puissance d'attaque magique. J'ai joué à cela de nombreuses fois. Il ne devrait pas y avoir d'erreur. Après un instant, la voix éthérée revient. J'accepte votre requête. Humain qui se souvient encore des grands signes de main et des mystères oubliés depuis longtemps, merci d'hériter de cette volonté. En entendant cela, je suis confus. Que signifie hériter de la volonté? Pendant ce temps, l'anneau de contrainte disparaît lentement. Il semble que la contrainte est réussie. Héritier de la volonté, je vous protégerai toujours. Alors que les mots tombent, je suis rapidement ramené à la réalité. Evan essaie de me tirer loin de la horde de golems. Je sais que même si j'utilise tout mon pouvoir magique, je ne pourrai pas libérer toute la puissance de la foudre, car mon noyau magique définit clairement mes limites. Donc, après avoir obtenu l'anneau de contrainte, je veux l'utiliser comme une expérience pour voir quelle puissance la contrainte et le coup peuvent produire. Au moment où l'incantation réfractive quitte mes lèvres, la faible lumière explose en arc dansant, une lumière azur accompagnée d'explosions crépitantes. Cet orbe initialement minuscule éclate soudainement d'une lumière bleue, se transformant en centaines, en milliers de rayons, puis se formant en une sphère massive. Au même instant, je forme les signes de main, le pouce pressant contre la jointure du majeur, comme la position de départ d'un geste de pichenette. Défragmentation. Alors que la dernière incantation retentit, les golems illuminés dans le canyon semblent ne figer dans l'espace-temps. La foudre crépite à travers leur corps. Des dizaines de golems se désintègrent instantanément sans résistance. Evan, qui chargeait désespérément vers les golems pour sauver Alan, se tient maintenant figé, la bouche ouverte. Est-ce encore humain? Evan ne peut contenir sa curiosité et demande: avez-vous caché votre force depuis le début? Je lui dis que je n'ai rien caché. Est-ce vraiment juste de la magie de second niveau? Je confirme que oui. Le visage d'Evan est rempli d'incrédulité. Pourtant, alors que j'apparais calme en surface, je panique intérieurement. Après tout, même moi, je ne savais pas que la magie pouvait libérer ce genre de pouvoir. Dans le combat au tour par tour de Césidria, vous pouvez améliorer la magie grâce aux signes de main et aux incantations en un tour. Par exemple, en lançant l'éclair en chaîne tout à l'heure, j'ai utilisé 4 ensembles d'incantations: réfraction, déflexion, lumière azur, motif de diffraction, totalisant 5 tours d'amélioration. En d'autres termes, j'ai simplement exploité une mécanique de jeu miraculeuse pour lancer une magie de foudre à grande échelle. Mais au-delà de cela, en raison de mes contraintes, je dois utiliser des gestes, des genres et des incantations lorsque je lance toute magie. La magie est grossièrement améliorée de 2 fois. Je hausse les épaules. Après tout, cette magie de second niveau a un pouvoir ordinaire. Le résultat a largement dépassé les attentes.
Même moi j'ai été surpris. Evan, s'échappant du labyrinthe, n'a plus d'énergie. C'est plus épuisant qu'une bataille. Il se demande quel genre de personne a créé cet endroit exaspérant. Je me souviens que ce labyrinthe a un autre nom. En parcourant les paramètres de carte et les guides de la communauté, il est devenu connu sous le nom de labyrinthe de Parion. Quelqu'un nommé Pyran l'a créé. Pyran. Evan ne sait pas qui c'est. Quoi qu'il en soit, retournons d'abord. L'utilisation de signes de main qui correspondent aux attributs de la magie augmente la puissance, et le choix d'incantations appropriées améliore les propriétés. Bien que ce soit une mécanique de jeu, les icônes ici restent les mêmes que dans le jeu. Seules les valeurs augmentent différemment. Tout à l'heure, chaque incantation que j'ai prononcée a visiblement changé les choses. Se pourrait-il que mon excellente capacité de contrôle magique me permette de percevoir ces changements structurels? Une fois que mon pouvoir magique sera récupéré, je devrais absolument mener plusieurs expériences. Pendant ce temps, Lena a observé chacun de mes mouvements, ce qui la rend de plus en plus curieuse. Après le départ d'Alan et des autres, Lena arrive à cet endroit et elle peut lire le texte mystérieux gravé sur le mur. Texte de l'Empire Arlérénap de l'ère oubliée des dieux extérieurs, gravé par le lâche Parian pour un ami destiné à être seul. En lisant ces mots, Lena ne peut s'empêcher de rire moqueusement. À une époque où les dieux extérieurs ravageaient la Terre, il a repoussé les invasions des marées noires d'innombrables fois et a même vaincu Arak, qui pouvait faire offrir volontairement leur cœur aux croyants d'un seul regard. Grand et glorieux empereur Parion, Lena, née en tant qu'héritière de l'ancienne bibliothèque portant la grande mission de gardienne des frontières, reconnaît instantanément l'inscription sur le chambranle de la porte. Elle a été faite par ce type appelé Perrin. La voix d'Alan résonne soudainement dans l'esprit de Lena, bien qu'elle sache qu'il est quelqu'un que la reine Yudia suit, quelqu'un qui restera dans l'histoire, certainement pas une personne ordinaire. Mais pour que ce grand seigneur soit quelqu'un que même Perrin respecterait, et la magie qu'il venait d'utiliser semblait si banale. Mais les incantations, elles, étaient absolument extraordinaires. L'affirmation et le déni s'entrechoquent violemment dans son esprit, et tandis qu'elle réfléchit, le corps entier de Lina tremble d'admiration, son regard se tourne soudainement vers Alan, son visage affichant peu à peu une fervente lumière de révérence. Lina perçoit une présence dissimulée et jette un coup d'œil sur le côté. Deux se tient déjà là, ses yeux or pourpre brillant faiblement tandis qu'il lui fait un signe de tête. Cette personne en noir est morte. Sa tête a été soudainement tordue 2 fois en plein air, mais je n'ai ressenti aucune fluctuation magique, absolument aucune. Après avoir entendu le récit de Deus, Lena tombe dans un bref silence. Nous devons absolument rapporter cela à Dame Yudia. Après un court échange, les 2 silhouettes disparaissent instantanément dans la nuit. La scène se déplace vers le domaine Genonia où Kalia se remémore l'Alan qu'elle a rencontré aujourd'hui. Il semble que ces rumeurs ne soient pas fausses. Après tout, une expression si froide qu'elle glace les eaux, des yeux comme un abîme dans lequel il est impossible de plonger. Bien que la famille Janonia soit très célèbre, Alan a pu l'identifier malgré le fait qu'elle assistait rarement à des événements sociaux. Père, ne trouvez-vous pas cela étrange, vraiment? Alors que Kalia claque des doigts, le comte Janonia s'effondre immédiatement. Il s'avère qu'elle a déjà transformé son père en une marionnette sous son contrôle, contrôlant ainsi toute la famille Janonia. Alors, comment ce type a-t-il pu le découvrir, hein? Il a même débusqué les gardes que j'avais cachés dans l'ombre. Pendant ce temps, un homme se précipite. Dame Kalia, il y a une situation dans votre chambre. Quand Kalia arrive dans sa chambre, elle découvre que son garde de l'ombre est mort. Son sceau n'a pas été déclenché, ce qui signifie qu'il est mort sans révéler de secret. Kalia réalise que la personne a été délibérément placée dans sa chambre. C'est vraiment très intéressant. Il a obtenu un énorme avantage sur moi dès notre première rencontre, mais je suis complètement inconscient de ce que Kalia est en train de spéculer. Après que Loria quitte le bal, elle serre la paume de sa main et laisse échapper un rire auto-dérisoire. Alors, c'est moi la folle. Après tout, l'Alan qu'elle a vu est bien au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent atteindre. Le duc Aldia est appelé un noble seigneur par toutes les factions. Un noble que ni la gauche ni la droite n'osent offenser facilement. Pourtant, son regard froid était comme celui de son père. Ainsi, au moment de leur rencontre, Loria a immédiatement saisi cette dernière lueur d'espoir de salut. Pourtant, cela s'est avéré finalement futile. Après tout, les atouts qu'elle pouvait miser n'étaient que des emprunts à la charité du duc Aldia, un faux pouvoir qui pouvait disparaître à tout moment, car au-dessus d'elle se trouvaient 4 autres frères et sœurs. Comparée à eux, elle n'était qu'une créature pitoyable dont la famille Aldia pouvait très bien se passer. Sans l'affection de son père, Loria sait qu'elle serait sûrement traitée par ses frères et sœurs. Pourtant, alors qu'elle se prépare à accepter ce destin tragique, le cri d'une servante brise son destin imminent. Jeune maître, Félan et Jig sont morts. Loria semble confuse en entendant cette nouvelle. Des 4 frères et sœurs qui l'ont tourmentée pendant des années, soudainement 2 sont morts. Et avant que Loria ne puisse réagir, un autre cri tremblant d'une servante retentit de l'étage. Jeune maître Timilion et Dame Mariana sont morts. En entendant cela, Loria se précipite immédiatement à l'étage. Témoin de cette scène incroyable, Loria reste figée. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? À ce moment, au-dessus du domaine Aldia, une mystérieuse silhouette se déplace rapidement. C'est Roden qui achève sa mission. Loria sait bien que ces gens n'auraient pas arraché leur masque si vite. Après tout, il y avait tant d'héritiers, mais maintenant tous ses frères et sœurs sont morts. Cela n'a aucun sens. À ce moment, Loria se souvient de ce que cet homme a dit avant de partir. Malgré tout, je vous souhaite bonne chance. Alors, c'est lui le cerveau derrière tout cela, n'est-ce pas? Tandis qu'elle réfléchit, la chair de poule lui parcourt tout le corps tremblant. Juste comme ça, Loria devient la seule héritière légitime d'Aldia du jour au lendemain, et Loria n'a aucune idée du genre de démon avec lequel elle a fait un pacte. Mais tout cela ne peut plus être défait, c'est certain. Les conséquences de le trahir, le destin de ses frères et sœurs le prouvent clairement, alors maintenant elle n'a plus qu'un seul chemin à suivre. La scène se déplace 2 mois plus tard. Je reçois une lettre du comte Aldia. Cela me trouble car je n'ai eu aucune relation avec eux, absolument aucune. Quand je l'ouvre, à l'intérieur se trouve une prénove, une bouteille de vin et une carte. Ce vin est très vieux et produit dans le territoire impérial de Surinance. Seulement 3 bouteilles par an, chacune valant des milliers de pièces d'or. Ensuite, je confirme à nouveau avec leur majordome, ceci vient vraiment de Loria. Et le majordome
majordome confirme, et cette bouteille de vin est un cadeau qu'elle a préparé personnellement. Après avoir entendu les mots du majordome, j'affiche une expression confuse. Ainsi, en seulement 2 mois, Loria, la 3e fille de la maison du duc Aldia, est devenue la duchesse Aldia. Après le décès du comte Aldia, Loria a hérité sans encombre de la position de comte. En y repensant, elle ne pouvait même pas entrer dans ce bureau auparavant. Ses frères et sœurs sont tous morts subitement. Pourtant, elle est restée indemne car elle a un alibi en béton. Tout le monde a été tué pendant qu'elle assistait au bal et ses forces avaient été éliminées par ses frères et sœurs lorsqu'elle est revenue au domaine du comte. En d'autres termes, elle n'avait aucun pouvoir pour s'opposer à eux. À ce moment précis, Loria se remémore les événements précédents et est prise de sueur froide. Alors, il a même utilisé de telles circonstances, n'est-ce pas? Bien qu'Alan l'ait rejeté sans pitié en apparence, secrètement, il a tout géré de manière impeccable. Encore plus suspect est le fait que même si tous les héritiers du duc sont morts il y a plus d'1 mois, il n'a jamais initié de contact. Après mûre réflexion, elle parvient finalement à la seule conclusion raisonnable. Alan joue un grand jeu, c'est évident, bien que la famille Aldia ait un certain pouvoir propre, ce n'est rien comparé à lui. En d'autres termes, il a d'autres plans en tête. Faraday est devenu une puissance dans ce monde sombre par le seul commerce, et ce qui lui manque, la famille Aldia l'a. La seule chose à laquelle Loria peut penser est le pouvoir politique. Alors, il veut exploiter le pouvoir politique, le prestige d'Aldia. Loria sait bien qu'une fois un pacte conclu, il est irréversible, alors elle doit tout gérer correctement ici et maintenant. Néanmoins, elle doit exprimer sa gratitude. Les lèvres inexpressives de Loria se courbent en un sourire qu'elle-même ne remarque pas pour la première fois. J'espère qu'il appréciera mon cadeau. Après avoir livré le cadeau, le majordome d'Aldia s'en va. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Loria, qui faisait face à une menace de mort, est en fait devenue comtesse. Je sens que quelque chose ne va pas. La scène se déplace plusieurs mois plus tard. Maintenant, il ne reste plus que 5 ans avant que l'histoire originale ne commence. Jeune maître, non. Devrais-je vous appeler comte maintenant? Bien que la cérémonie d'héritage n'ait pas encore eu lieu, je peux désormais légitimement utiliser le titre de comte Faraday. Cependant, cela ne faisait absolument pas partie de mon plan initial. Mon objectif premier n'était pas de devenir comte, mais de profiter d'une bonne vie sous un titre noble. Bien que cela dévie de mon but initial, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Puis Evan me tend une lettre. C'est une lettre de Yudia. Pendant ce temps, je lui demande s'il y a des nouvelles concernant l'assassin de Léo. Evan secoue la tête. La guilde n'a aucun résultat jusqu'à présent. Cependant, Evan est perplexe. Votre but n'est sûrement pas la vengeance, n'est-ce pas? Je confirme, ce n'est qu'une simple précaution. Après tout, l'effet papillon que j'ai provoqué a fait dévier l'intrigue du jeu. Puis j'ai ouvert la lettre de Yudia, curieux de savoir ce qu'elle contenait cette fois-ci. Entre les lignes dansent les anecdotes quotidiennes de l'orphelinat. Récemment, Deux s'est amusé avec des spectacles de marionnettes. La louve des neiges de cette fille est toujours absorbée par des jeux avec ses amis. Lina lit tranquillement des livres et fait de l'artisanat. Et Radin est récemment devenu obsédé par l'aménagement de paysages de jardin. En lisant ses affaires quotidiennes, je souris inconsciemment comme un vieux père. Bien que les 5 grands péchés ne soient pas mes enfants biologiques, j'ai vu ces petits grandir à l'orphelinat pendant plus de 5 ans et je ressens maintenant vraiment un sentiment paternel. Puis je demande à Evan, quel âge a Yudia maintenant? Evan est perplexe quant à la raison de cette question soudaine. Elle devrait avoir 19 ans. La plupart des enfants que vous avez personnellement Ce sont eux qui détruisent le monde. Après tout, terrifiant rien que d'y penser, sans parler de les avoir à le remercier. Je ris sèchement. Il devrait probablement sortir et explorer le monde maintenant. Evan hoche la tête comme s'il comprenait. Mais ne les avez-vous pas spécifiquement recueillis à l'époque? Je dis à Evan que ce n'est plus nécessaire. Ils ont grandi, voyez-vous. Il est temps de considérer leur avenir. La raison pour laquelle j'ai rassemblé ce groupe était de les empêcher de s'éveiller en tant que les 5 grands péchés qui détruisent le royaume. Puisqu'ils ont été entraînés à ce point, il n'est plus nécessaire de les garder confinés à l'orphelinat. Je me souviens de leur talent individuel. Yudia gouverne la foi. Deux s'excelle en escrime. Lena se spécialise dans la recherche. Louve des neiges a des aptitudes de guerrière. Raiden possède un talent d'apôtre. Si je peux les placer dans des positions appropriées, ne sera-ce pas une force formidable, vraiment? C'est un bon plan, puisque j'envoie des lettres. Autant préparer un cadeau pour chacun des 5 grands péchés sur le point d'entrer dans le monde. Ces choses seront données, de toute façon, tôt ou tard. Au fur et à mesure que le temps passe, le soir arrive rapidement. Je passe un long moment à écrire 5 lettres, à les sceller, puis à les remettre à Evan. Alors qu'Evan se tourne pour partir, je pense que lorsqu'ils atteindront la notoriété à l'avenir, je devrais pouvoir obtenir une part du butin. La scène se déplace quelques jours plus tard, à l'intérieur du sous-sol de l'orphelinat de l'Est. Cette fois, la Grande Lune a émis des instructions individuelles à chacun de nous. 5 jeunes gens lisant les lettres d'Alan séparément, tous curieux de savoir quelle tâche ce seigneur leur a réservé. Mais à l'exception de Yudia, les autres sont remplis de confusion et de perplexité. Est-ce vraiment une mission, ça? Pourquoi cela ressemble-t-il à une conversation décontractée? Oh, Yudia confirme. N'avais-je pas raison? Ce seigneur déguise les ordres en conversation ordinaire. C'était comme ça depuis le début. Puis Yudia sort la première lettre. Il a identifié des cibles d'élimination, émis des missions et exigé que nous fassions un rapport après. C'est à ce moment-là qu'il m'a confié la Lune bleue et nous avons tous été personnellement sélectionnés par lui. Puis Deus prend la parole. C'est pour éviter les fuites d'informations. Pense aussi que Deus a raison. Si le problème est les fuites d'informations, nous devrions utiliser des lettres. Alors, face à leur doute, Yudia rappelle à tous. J'espère que vous n'avez pas oublié que tout ce que nous avons à faire est de suivre les instructions. Voyant la confiance glaçante de Yudia, Deus ne comprend pas, mais n'ose pas poser d'autres questions. Louve des neiges rit, brisant l'atmosphère gênante. Lisons les autres missions, voulez-vous? Quelques instants plus tard, chacun lit sa lettre à voix basse. La Grande Lune me guide vers le royaume nocturne de Caliburn. Celle de Louve des neiges est la colonie du désert, bien qu'elle déteste les déserts plus que tout.
Poséidon est assigné à Raxus, la capitale du divertissement. La destination de Lena est Raltania, la cité labyrinthe. Quant à Youdia, c'est le royaume sacré de Rosario. Ce que les lettres demandent, ce sont les missions que nous devons exécuter ensuite. Zeus ne connaît pas la raison, mais la volonté de ce seigneur est qu'il devienne chevalier. La lettre ne spécifie pas seulement la profession, mais promet également un financement continu. Et pour chaque personne, il a marqué un cadeau à un endroit précis. Quant à ce que c'est, ils le sauront naturellement à leur arrivée. Alors que la voix de Youdia s'estompe, j'espère que tout le monde se souvient, ne mentionnez jamais la lune bleue dans aucune situation, à moins que ce seigneur n'en parle en premier. Et les 5 grands péchés qui étaient destinés à détruire le monde, maintenant enveloppés dans la foi de la lune bleue, se lancent donc dans le voyage pour accomplir les missions des lettres d'Alan. Le temps arrive rapidement 3 mois plus tard. À ce moment précis, je recherche les différences entre la magie et les incantations. Bien que j'ai obtenu la théorie des livres, je dois encore expérimenter personnellement. Pendant ce temps, je me renseigne à nouveau sur Léo. Evan indique que c'est la même chose qu'avant. La guilde n'a fait aucun progrès, je sais que l'effet papillon a échappé à tout contrôle. Après tout, j'ai changé la trajectoire des 5 grands péchés. Même Loria Aldia, qui aurait dû mourir, est devenue comtesse. Elle est actuellement en pleine expansion politique avec un pouvoir et une influence croissant. Il semble que la situation ait échappé à tout contrôle, vraiment. Puis je fais signe à Evan d'arrêter d'enquêter sur Léo, car c'est clairement une force cachée qui manipule les choses en coulisses. Dans cet environnement, presque rien ne peut échapper à la surveillance de la guilde d'information. Même si j'essaie d'enquêter sur des choses que je ne devrais pas, le résultat final pourrait n'être que la destruction. Y penser me donne la chair de poule. Si ce genre de choses mène à la mort, au lieu de prévenir, alors une telle prévention est dénuée de sens. Tant que je n'interfère pas dans leurs affaires, ils ne devraient pas agir contre moi. À moins que je ne les approche activement en premier, ils n'ont aucune raison de m'attaquer. Il est inutile d'enquêter davantage. Vraiment, en entendant cela, Evan dit qu'il demandera à la guilde d'arrêter l'enquête cet après-midi. Pendant ce temps, Evan se souvient d'autre chose. Zeus a été récemment nommé chevalier de Caliburn. Cela me surprend, je dois dire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne chevalier si rapidement. La scène se déplace, 3 mois de plus passent, et des nouvelles de Zeus arrivent à nouveau. Il a déjà formé un ordre de chevaliers. Je suis perplexe. Ce gamin a été adoubé il y a moins de 2 mois, n'est-ce pas? Former un ordre de chevaliers exige au moins une force de niveau expert, n'est-ce pas? Evan pense la même chose. Mais pour que la nouvelle arrive ici instantanément, Caliburn doit être en plein tumulte. Les rues bourdonnent de rumeurs selon lesquelles, à ce rythme, un 5e chevalier sacré émergera en moins de 10 ans. La scène se déplace. Une autre demi-année passe. Une année entière s'est écoulée depuis qu'ils ont quitté l'orphelinat. Alors que je m'adapte progressivement aux devoirs du comte, Evan apporte à nouveau des nouvelles choquantes. Zeus est devenu l'un des 5 seuls chevaliers sacrés de Caliburn. En entendant cela, je me fige pendant 2 secondes. Ne faut-il pas devenir maître d'épée pour obtenir ce titre normalement? Le maître d'épée ici fait référence à un saint de l'épée. Des rumeurs sur les saints de l'épée défilent dans mon esprit comme une lanterne magique. À Cecilia, un saint de l'épée doit condenser une lame d'aura comme fondation et doit éveiller une compétence unique appelée dérivée. Alors, Zeus est-il vraiment devenu ce genre de saint de l'épée? C'est incroyable. Cependant, selon les informations d'Evan, Zeus n'est pas encore vraiment un maître d'épée, seulement à un demi-pas. Apparemment, il n'a pas encore condensé de compétences dérivées, mais il a bien obtenu le titre de chevalier sacré. Apparemment, même la 4e lame Fiora a perdu contre lui lors d'un match. Peut-être a-t-il été promu de manière exceptionnelle. La guerre de Caliburn avec les barbares du Nord dure depuis plus d'une décennie, et l'année dernière, l'un des 5 chevaliers sacrés est tombé au combat. Ainsi, faire de Zeus un chevalier sacré stabilise à la fois le moral et démontre la force à l'ennemi. Théoriquement, il faudrait à Zeus 10 à 15 ans pour acquérir la compétence dérivée. La première lame actuelle de Caliburn, Reinhardt, a atteint cela à 32 ans. Reinhardt, je connais ce type, bien sûr. Dans la 3e grande intrigue, il apparaît toujours comme un allié temporaire. Il a commencé à pratiquer l'escrime à 5 ans et est devenu le plus jeune saint de l'épée de l'histoire. Même avec un tel talent défiant le ciel, cela lui a pris près de 20 ans. Zeus l'a fait en 1 an. Est-il même humain? Sérieusement? Evan claque soudainement la langue à cela, montrant une certaine envie. Alan se frotte inconsciemment le menton, sentant la barbe piquante. En d'autres termes, plus il vole haut, plus mes retours seront importants. Pendant ce temps, je remarque les lettres sur la table d'appoint. En près d'1 an, seul le nom de Youdia reste sur la liste de correspondance. Ne vais-je même pas avoir des miettes? Alors, même après avoir atteint ce royaume sacré, Youdia continue d'envoyer des lettres régulières à la maison. Ce qu'elle mentionne dans les lettres, ce sont ses péchés capitaux dans lesquels elle a été plongée depuis l'enfance. Bien que leur petit groupe semble assez actif, bien qu'il n'ait jamais vu mon visage auparavant, il devrait au moins me remercier pour les cadeaux, non? Je me sens vraiment mal en ce moment, mais je secoue rapidement la tête pour chasser cette pensée. Je devrais être reconnaissant qu'ils ne soient pas devenus les 5 grands péchés qui détruisent le royaume. Alors, tant qu'ils vont bien, tout est parfait. La scène se déplace vers le quartier central de Caliburn, où un magnifique bâtiment sert de terrain d'entraînement pour l'ordre des chevaliers de Zeus, Eclipse, et aussi de résidence au commandant des chevaliers Eclipse, le plus jeune maître d'épée de l'histoire du royaume, Zeus Macaran. Zeus soupire doucement, son regard balayant négligemment les rideaux sculptés faisant face au manoir. Frère, quand un appel semblable à une cloche vient de la cour, une fille en robe bouffante se tient sur la pointe des pieds, lui faisant signe. La lumière du soleil danse dans ses cheveux et Zeus courbe inconsciemment ses lèvres. Une année entière s'est écoulée, mais son souvenir le rend encore quelque peu embarrassé. Il y a des années, Zeus a tout perdu à cause de la chèvre noire, y compris Ciri. Après cela, tout ce qui lui restait était une colère et une haine incontrôlables. Bien que la lune bleue l'ait effectivement sauvé, ce n'était pas une raison suffisante pour jurer fidélité à la lune bleue. La lune bleue lui a promis de lui donner une chance de vengeance, alors il a suivi les ordres de la lune bleue, a participé à l'entraînement et a exécuté des missions dangereuses.
Ces missions sont devenues sa base pour combattre les forces obscures. Jusqu'à il y a un an, lorsqu'il a reçu une mission spéciale, il n'a pas prêté beaucoup d'attention aux cadeaux mentionnés dans la lettre à l'époque, mais il est quand même allé vérifier. Cependant, lorsqu'il est arrivé à l'adresse mentionnée dans la lettre, la scène devant lui l'a laissé complètement stupéfait, car Ciri, qui aurait dû mourir des mains de la chèvre noire, s'affairait maintenant dans l'auberge complètement indemne. Rien que de penser à la façon dont il a perdu le contrôle en la voyant pour la première fois, l'embrassant étroitement et pleurant lui fait encore rougir les oreilles. Après que Zeus soit arrivé à l'adresse qu'Alan avait écrite, il a vu Ciri ici, elle qui aurait dû mourir des mains de la chèvre noire. Il était perplexe quant à ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Lorsque cette tempête émotionnelle s'est calmée, Zeus a finalement entendu Ciri raconter ses expériences au fil des ans. Après avoir été emmenée par la chèvre noire, elle est restée dans une cage sombre pendant très longtemps. Pourtant, juste au moment où elle était emmenée vers le lieu d'exécution, un faisceau de lumière a soudainement tout interrompu. Elle s'est échappée en utilisant cette brève opportunité. Mais ses jours à l'extérieur n'étaient pas bons, loin de là. Juste au moment où elle était capturée par des trafiquants pour être vendue comme esclave, un mercenaire nommé Evan est apparu à temps et l'a sauvée. À partir de ce moment-là, elle a reçu l'aide de ce seigneur. La lettre que Ciri a produite était écrite de sa propre main. Je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi. Sans lui, je serais sûrement morte. Après avoir entendu l'histoire de Ciri, Zeus ne put s'empêcher de se demander comment la grande lune bleue a-t-elle pu prévoir tout cela. Après tout, il n'avait jamais mentionné d'affaires familiales après avoir rejoint la Lune Bleue. Bien que Youdia ait déduit les crimes de la chèvre noire à partir de traces résiduelles, elle ne connaissait rien des détails. Comment sait-il tout alors? Cependant, peu de temps après, il cessa de s'attarder sur cette question. Au lieu de cela, la voix de Youdia refit surface. Ce seigneur sait tout, absolument tout. Un jour, tu comprendras pourquoi je le suis. Zeus rumine des mots qu'il avait autrefois rejetés, mais qu'il comprend maintenant soudainement. Toutes les questions s'emboîtent parfaitement comme des pièces de puzzle. Auparavant, il ne comprenait pas pourquoi Youdia était si anxieuse, mais maintenant, il semble que le fou, c'était lui-même. Ce seigneur avait tout compris il y a bien longtemps. Maintenant, avec le recul, ce qu'il avait dit à l'époque signifiait qu'il savait déjà tout et il avait transmis certains indices à cet enfant qui survivrait seul. Voyant son frère anxieux, Ciri prend la parole et le ramène de ses pensées, pensant à son désir de vengeance contre la chèvre noire. Ce seigneur savait sûrement tout cela il y a bien longtemps. Salam a osé agir de son propre chef, pourtant il a quand même choisi la générosité. Pour cet homme corrodé par la haine, la survie de Ciri et le fait que ce seigneur la protège secrètement en son nom était une grâce plus précieuse que n'importe quel trésor. À ce moment précis, Zeus comprend enfin que les paroles de Youdia n'étaient sans pas l'adoration d'une fanatique. Quoi qu'il arrive, Zeus jure secrètement de rembourser cette dette. Désormais, il suivra la volonté de la lune, deviendra chevalier à Caliburn, deviendra le summum de Caliburn et le roi des chevaliers. Maintenant, il doit commencer la première étape de son plan. Quelles que soient les épreuves, il aspire à un jour exprimer sa gratitude, lui rendre l'appareil dignement, prouvant sa valeur sous le clair de lune. Après avoir récité à voix basse le cri de guerre du chevalier de l'éclipse, il se lance dans l'expédition pour soumettre les barbares, forgeant un ordre de chevalerie suprême digne de la grande lune bleue. La scène change de côté. Depuis mon retour du bal de l'an dernier, je suis obsédé par la recherche d'incantations magiques. Grâce à des expériences répétées, ces incantations peuvent en effet altérer l'essence même de la magie. Prenez les 4 ensembles d'incantations que j'ai utilisées en explorant les ruines. La réfraction accentue l'incomplétude de la magie achevée, doublant sa portée de dispersion. La déviation brise la forme magique, provoquant un déplacement spatial des projectiles. La lumière azur descend tel le tonnerre, amplifiant la magie parallèle avec des coups critiques. Et enfin, le motif de diffraction confère des effets de pénétration magique. De plus, j'ai percé plusieurs règles inhérentes aux incantations. Ne pas répéter la même incantation, ne pas en utiliser de contraire à la magie, et le nombre total ne peut excéder 5. Violer ces 3 règles d'or fera échouer la magie ou lui fera perdre considérablement de sa puissance, car mon noyau magique est trop petit. Je ne peux pratiquer qu'une fois par jour. En raison du contexte de cette époque, les registres des gestes et phrases babyloniens ont été oubliés, donc aucune information connexe ne subsiste. Finalement, je dois mener cette recherche moi-même. Je trouve que j'apprécie en fait le processus, bien que mon intention initiale en apprenant la magie n'était que l'autoprotection. Maintenant, testons les résultats de ces 2 mois de travail. Quand je chante les incantations, la magie inutile prend un sens. Fixation. L'éclair vacillant devant moi s'arrête avec l'incantation, maintenant sa forme explosive, comme si le temps était figé. Compression avec le murmure de l'incantation suivante, la sphère de foudre, à l'origine de la taille d'une grosse boule, rétrécit soudainement à la taille d'une bille. Immobile. Alors que le mot décomposition tombe, la foudre sphérique se brise instantanément et forme progressivement une cible claire. Éclosion instantanée. Quand je relâche mes doigts raides et prononce l'incantation finale, un arbre de foudre imposant s'élève du sol, majestueux. Le brillant arbre géant de foudre se solidifie en une forme éternelle, comme si quelqu'un avait mis en pause un éclair. Voyant cela, je hoche la tête avec satisfaction. La séquence des incantations affecte bel et bien la forme de la magie. Car quand j'ai mis la décomposition en premier, cela n'avait pas du tout cet effet, mais juste à ce moment-là, un cri de surprise m'interrompt. En me retournant, je découvre Kalia de la maison du comte Janonia et un homme d'âge moyen. Ses yeux sont grands ouverts, sa bouche béante, son allure noble, habituelle, complètement brisée. Est-ce de la magie d'origine? Comment pourrait-elle être ici? La bouche de l'homme d'âge moyen est également béante. Son expression choquée est identique à celle de Kalia. Utiliser la magie d'origine signifie que sa force a atteint le niveau de mage de 7e rang. C'est incroyable. Entendre leur conversation me stupéfie. Je suis un mage de 7e rang. Après que Kalia ait vu Alan libéré de la magie, les deux apparaissent bientôt dans le salon du comte Faraday. La visite de Kalia à la maison du comte Faraday a 2 objectifs principaux. Il détient clairement des atouts capables de gravement nuire à Janonia, mais reste inactif, ce qui est étrange. Par conséquent, elle veut comprendre les véritables intentions d'Alan. La deuxième raison est de vérifier personnellement la force de l'organisation mystérieuse
creuse sous le comte Faraday dont parlent les rumeurs. Pour apercevoir la pointe de cet iceberg, Kalia a pensé à une méthode, le mage de 5e rang Biancal. Il a été expulsé de la tour de magie pour avoir mené des expériences magiques excessivement inhumaines. Sa force est incontestable, une puissance capable d'écraser une unité entière de soldats à lui seul. Biancal est constamment arrogant, même envers la famille Janonia qui le parraine, c'est bien connu. Mais l'expression sur son visage est une première, la peur s'est répandue dans tout son corps. Cette magie démontrée plus tôt était-elle vraiment de la magie d'origine? Soudain, une voix interrompt les pensées de Kalia. Alors, qu'est-ce qui amène le comte Janonia ici? Le regard d'Alan est identique à la dernière fois. Ses yeux froids et impitoyables balayent lentement Bianco et Kalia, comme s'il était complètement désintéressé par cette situation. Kalia dit à la hâte: « Mes excuses, comte Faraday, c'était ma discourtoisie, j'étais impatiente de vous rencontrer et cette impolitesse s'est produite. Après un moment de silence, je parle. Pas besoin de ressentir un jugement sévère, mais une chose doit être clarifiée. Ce que j'ai utilisé n'était pas de la magie d'origine. Ma maîtrise magique est ordinaire, à peine de 2e rang au mieux. Ce mage a peut-être remarqué que cette magie n'a aucune utilité réelle. J'explique qu'elle ne peut ni défendre ni attaquer. Mais pour eux, ces mots portent un autre sens. Ce visage sombre semble avertir. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit jamais être révélé. Comme s'il voyait de la magie ordinaire de 2e rang, Bianco tremble et parle le premier. Mes excuses, monseigneur, mes yeux se sont trompés. Les pupilles de Kalia se contractent légèrement. C'est la première fois qu'elle entend Bianco utiliser des titres honorifiques. C'est surprenant. Entendant cela, je hoche la tête avec satisfaction. Puisque le malentendu est dissipé, alors qu'est-ce qui vous amène à visiter Faraday? Louria essaie de prise au dépourvu par cette question directe et se ressaisit à la hâte. Juste une visite occasionnelle. Il se trouve que je traitais des affaires à proximité et j'ai pensé à vous rendre visite, comte. Je demande ensuite s'il y a quelque chose de particulier et Kalia secoue rapidement la tête. Je scrute Kalia un instant avant de parler. Regrettablement, en raison de devoirs officiels urgents, je crains de ne pas avoir beaucoup de temps pour converser avec vous deux. Alors Kalia se lève directement. C'est tout à fait bien, je ne faisais que passer de toute façon, merci pour votre temps précieux, je vais prendre congé maintenant. Alors qu'elle part, je l'appelle. Si vous avez besoin d'un partenaire de conversation, vous pourriez rendre visite au duc Aldia. À mon avis, vos tempéraments sont compatibles, donc vous devriez bien vous entendre. Kalia fait face à ce sourire indifférent, bien que ses lèvres et sa langue soient déjà sèches. Puisque vous l'avez suggéré, je rendrai visite au duc. La calèche emporte Lady Janonia plus loin, la voix perplexe d'Evan flotte dans le vent. Cette famille notoire de l'Ouest, pourquoi est-elle venue nous chercher? Comment le saurais-je? Je ne peux absolument pas deviner les intentions de Kalia. Je n'aurais pas dû faire étalage de magie, créant des problèmes inutiles. J'espère juste que les rumeurs sur l'abus de magie d'origine ne se répandront pas. Cet endroit maudit est un monde de dark fantasy grouillant de lunatiques. C'est effrayant, ceux qui deviennent fous de jalousie à la vue des forts sont partout. Pourtant, elle devrait comprendre ce que je voulais dire tout à l'heure, n'est-ce pas? Bien que j'ai présenté le duc Aldia, ces deux familles sont de féroces rivales. Lady Janonia devrait aller lui rendre visite et surtout ne pas venir me chercher. À ce moment, la calèche avance lentement. Kalia parle à nouveau. La magie utilisée par le comte Faraday était-elle vraiment de la magie d'origine? Étrangement, Bianchal ne répond pas immédiatement. Ce n'est pas de la magie d'origine. Kalia est perplexe. Alors, votre réaction tout à l'heure, face à l'interrogation confuse de Kalia, il prend une profonde inspiration pour se calmer. L'origine est le royaume ultime pour tous les mages. Comme une toile pour une création illimitée, seuls les mages qui atteignent le 7e rang ou plus peuvent esquisser leur propre loi unique sur cette toile absolue. Mais la magie du comte Faraday est une autre affaire. Strictement parlant, sa magie déchire toute la toile. En termes simples, il déforme des règles qui devraient être éternellement immuables. Bianco baisse soudainement la voix, visiblement troublé. Il a fixé le tonnerre incontrôlable en plein air, puis a personnellement brisé la formation magique qu'il avait construite. Pourtant, ses motifs d'arrangement ont continué à fonctionner. Plus absurde encore, quand cet homme a démontré une magie défiant le bon sens, les motifs flottant dans ses pupilles cramoisies étaient clairement ceux d'une grande divinité oubliée. En pensant cela, Biongul déchaîne soudainement son pouvoir magique pour couper ses pensées. Il sent que sa tête est sur le point d'exploser. Il a recherché la magie de l'air oublié, et c'est bien à quel point il est dangereux de continuer à méditer sur la vérité qui s'y cache. Le seul conseil qu'il puisse donner est de ne jamais faire du comte Faraday un ennemi, et surtout de ne jamais s'opposer à lui. À ce moment, Kalia ne peut s'empêcher de sourire amèrement. La façon dont Alan la regardait, ce visage inexpressif, des yeux comme des eaux profondes et calmes, elle ne pouvait discerner aucune de ses intentions, c'était un mystère. Soudain, elle se souvient de ses mots d'adieu. Elle a déjà réalisé qu'elle est devenue une pièce sur l'échiquier. La scène se déplace 5 mois plus tard. Aujourd'hui marque le 2e anniversaire du départ des enfants de l'orphelinat. À ce moment, je peux habilement gérer les affaires du comte sans difficulté. En traitant les affaires officielles, je demande à Evan des nouvelles récentes des enfants. Evan fait une pause. Pas de nouvelles du côté de Yutia, mais il y en a de Genonia. J'ai entendu dire que la maison du comte Genonia a formé une alliance avec la maison du duc Aldia. Entendant cela, je suis directement surpris. Les deux grandes puissances obscures ont-elles réellement formé une alliance? Evan confirme que c'est un pacte secret conclu dans le monde souterrain, donc les étrangers ne pourraient pas le savoir. L'alliance est certaine, c'est une certitude. Cependant, je panique déjà. J'ai mené ces péchés sur un autre chemin, mais maintenant je dois faire face à une alliance entre deux puissances obscures. Le royaume d'Astraïa est-il sur le point de tomber en déclin? À ce moment, je me souviens de ce que j'ai dit à Kalia il y a des mois. C'est troublant. Ai-je causé leur alliance? Mais je secoue rapidement la tête et rejette cette pensée. Kalia est fière et froide, et Loria a le tempérament du duc Aldia. Les deux ne peuvent absolument pas travailler ensemble. L'alliance se dissoudra sûrement bientôt, c'est inévitable. Pourtant, je prévois de leur écrire une lettre. À Kalia, si j'ai semblé trop brusque et froide auparavant, je m'excuse profondément. La raison
raison et que je ne suis pas doué pour m'exprimer. J'espère que cela ne ressemble pas à des excuses, bien sûr. Après avoir écrit, je demande à Evan de la lui livrer. Puis je regarde la note sur le bureau où même le nom est flou. Je veux savoir comment vont Radon et Snowwolf. Depuis que Yudia a mentionné dans sa lettre qu'ils étaient arrivés à leur destination, je n'ai reçu aucune nouvelle d'eux, ce qui m'inquiète. Ils ne sont pas morts dans la nature, n'est-ce pas? Si elle a découvert le cadeau dont j'ai parlé dans la lettre, elle devrait devenir exceptionnelle parmi tous les guerriers, devenir l'essence du clan doré de la famille Babaya. Lorsqu'il est utilisé dans le jeu, il accorde un bonus de 20% de taux critique, c'est énorme. Si obtenue par le péché d'orgueil, non seulement elle ne tomberait pas dans la méchanceté, mais pourrait devenir un grand membre du clan du loup. Je me souviens que c'est ainsi que cet équipement était décrit. Je lui ai révélé les emplacements de ses trésors cachés, prévoyant à l'origine d'utiliser ces trésors comme fonds d'urgence, espérant qu'elle pourrait subvenir à ses besoins avec ses talents et réussir. Alors elle devrait aller bien, n'est-ce pas? Même si c'est une nation de gladiateurs, avec le pouvoir du gantelet, elle devrait pouvoir y dominer. La scène se déplace vers le côté sud de la colonie du désert. Au bout d'une profonde grotte du désert, avec des pas traînants, une fille titube hors de l'obscurité, épuisée. Ses cheveux, autrefois courts, lui pendent maintenant jusqu'à la taille. Bien qu'épuisée, son épreuve est enfin terminée. Ce gantelet à griffes dorées est exactement le cadeau que la grande lune bleue lui a donné. Elle pensait à l'origine que la légende de l'essence du clan doré n'était que des bêtises, une fable, mais après cela, elle réalise que ce n'est pas juste un conte de fées. Quand elle était jeune, sa mère leur a dit que leur tribu était descendante du roi de toutes les bêtes, le clan doré, descendant des dirigeants de toutes les races de bêtes. L'objet central de la tribu principale dorée est un trésor légendaire, transmis depuis des centaines d'années, leur accordant pouvoir et autorité, c'est incroyable. Maintenant, Snowwolf a saisi sa véritable essence et a passé toutes les épreuves de son monde intérieur. Snowwolf sait qu'elle n'aurait pas pu accomplir tout cela seule. Tout cela est grâce à la grande lune bleue. La lune bleue est à la fois le bienfaiteur qui l'a sauvé d'expériences mortelles et celui qui lui a accordé le pouvoir de venger ses parents contre le dragon noir qui les a tués, c'est certain. Cette dette doit être remboursée. Elle se souvient des instructions de la lune bleue quand elle est partie. Même si elle n'est pas intelligente, elle comprend que Lord veut bien plus qu'une simple gladiatrice. Alors que ses pensées s'écoulent, le regard de Snowwolf tombe naturellement sur le gantelet avec détermination. Ce gantelet omnipotent capable de conférer le pouvoir du clan doré. Au moment où elle regarde le gantelet, Snowwolf comprend enfin la véritable intention de la lune bleue, devenir une gladiatrice célèbre. Rassembler le clan doré dispersé partout, restaurer leur gloire et puis tuer ce dragon noir, c'est son destin. L'instant où Snowwolf sort de la grotte, une lune brillante est suspendue dans les 9 cieux. Le clair de lune bleue qui se déverse teint tout le désert en azur. Tout est pour servir ce seigneur. Elle prononce cette déclaration qui est maintenant devenue son mantra, sa raison d'être. Le clan doré qui régnait sur toutes les races en tant que grands hommes bêtes il y a 500 ans sous l'illumination de la lune bleue sera à nouveau revitalisé, c'est une promesse.